Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Chez Alto, cette saison, on a fait paraître Études pour l'obéissance de Sarah Burstein. Oui. C'est une traduction de l'excellente Catherine Leroux, qu'on aime beaucoup aussi. Un joli livre que je m'étais dit, je vais surveiller ça, ça a l'air intéressant. Mais finalement, c'est toi qui as sauté dessus et qui va le lire. Je le prête tout de suite après. Non, effectivement, le livre comme objet est très beau. Il est rugueux, il est vert forêt avec une espèce de broderie blanche sur le dessus. C'est vraiment fantastique. Et c'est pas seulement le livre comme objet qui est fantastique, l'histoire est fantastique aussi. Ce que j'ai trouvé, honnêtement, Brian, c'est qu'avant de m'embarquer dans cette lecture-là, j'avais lu, comme tout le monde, parce qu'il y a eu quand même un bon battage médiatique, là, il y a à peu près 2 semaines, sur l'ouvrage de Sarah Burstein, puis j'ai lu les articles. Fait que j'avais un peu comme une idée, tu sais, je savais grosso modo à quoi m'attendre. Prenez pas pour acquis que ce que vous avez lu vous donne l'entièreté de ce qu'on vous propose dans ce livre-là. C'est un livre qui, sous des aspects un peu simples et légers, pousse pas mal plus profond, creuse pas mal plus profond au niveau de la réflexion, au niveau aussi de l'histoire du passé et effectivement de l'obéissance. L'obéissance qui peut être une force négative, mais comme on le verra dans le parcours de cette jeune femme-là ici, que ça peut servir à d'autres choses. Alors, dans Études pour l'obéissance, rapido presto, c'est qu'il y a une femme qui s'installe dans un pays nordique jamais nommé. On se doute pas mal que c'est l'Allemagne ou la Pologne, d'où ses ancêtres ont été chassés. Elle connaît pas la culture, elle parle pas la langue et elle retourne là-bas pour aider son frère qui a besoin d'aide. Parce que de toute évidence, son frère est incapable de survivre sans une femme qui le traite aux petits oignons. Et d'où l'histoire Études pour l'obéissance. Parce que le personnage fait des allers-retours entre son présent et son passé pour nous expliquer comment, étant la petite dernière de la famille, comment elle a été traitée, comment elle a été éduquée et à quoi elle a servi. Et elle servait de servante pour tout le monde. Fallait qu'elle s'occupe de ses parents, elle s'est occupée de ses frères et sœurs, au détriment de sa propre identité, de sa propre valeur personnelle. Et c'est de voir comment aussi, quelque part en filigrane, puis on le voit avec le personnage du frère, comment le favoritisme crée des monstres. Effectivement. On parle encore de féminisme et de rôle, là, voilà. Oh, tout à fait. Puis, sans nommer la communauté d'origine de cette jeune femme-là, c'est pas long qu'on découvre qu'elle vient d'un milieu juif très conservateur. Alors, c'est sûr que les rôles genrés, le sexisme en éducation, on se le cachera pas, qui fait que la jeune fille, elle part à l'école, puis elle est minimalement fonctionnelle en dehors d'une maison. Et là, elle arrive là, chez son frère, commence à en prendre soin. À un moment donné, son frère, sans crier gare, sac son camp, on sait pas où, pour combien de temps. Elle reste seule. Et c'est là qu'elle va commencer à réfléchir à, ça veut dire quoi être obéissante? Pourquoi je le fais? Pourquoi j'accepte un tant soit peu tacitement de rentrer dans ce système-là et petit à petit, surtout à l'étude des liens qu'elle a ou qu'elle n'a pas avec les villageois, parce qu'on se rend compte assez rapidement que le manoir de son frère est un peu comme en banlieue d'un espèce de petit village. Alors, inévitablement, elle va faire ses courses au village, patati patata. Personne lui parle. On la voit comme l'intruse. On a peur d'elle. Et elle essaie, par l'obéissance, encore là, de donner son nom pour tous les travaux communautaires, puis si tu as besoin d'aide, dis-le-moi, tatati tatata. Et petit à petit, elle se rend compte que ce fait négatif-là dans sa vie peut être une force et un pouvoir. Parce que rapidement, elle voit que les gens ont peur d'elle, pas parce qu'ils la connaissent pas, mais parce qu'elle est toujours prête, elle sait tout ce qui se passe dans le village et que quand elle arrive, tu sais, c'est gênant pour quelqu'un de lui dire non
quand c'est si gentiment proposé, est-ce que je peux t'aider à faire telle chose, telle chose? Alors, vous allez voir une étude, puis c'est pas très long, là, c'est 140 pages, format alto, là, on s'entend, là. Mais ça part dans tous les sens de réflexion d'une façon originale, mais d'une façon très ordonnée aussi. Sarah Bernstein va ouvrir une porte sur le rôle du passé puis de l'histoire d'une communauté, ici la communauté juive, comment les gens te perçoivent. OK, te perçoivent. Ferme la porte, ouvre une autre porte, dépendamment de ce qui arrive au personnage principal dans sa vie de tous les jours. Il y a certaines citations, j'en ai noté, si je vois ici, j'en ai noté 2 qui nous en disent long sur le propos. Puis en passant, Sarah Bernstein ne prend pas nécessairement position d'un bord ou de l'autre. Elle fait une étude. Le titre est tellement bien choisi. Elle fait une étude sur une situation d'obéissance, puis de quel bord ou pas ça peut tomber. Page 31. La docilité fait ressortir le sadisme des gens. C'est pas faux. C'est pas faux. Page 113. Et ça, c'est probablement celle qui m'a fait... Ça m'a rendu très un malaise. OK? Certaines structures requièrent des exclusions pour asseoir leur cohérence. Vous allez avoir ces petits bijoux-là saupoudrés un peu partout dans ce bouquin-là. Vous allez voir comment aussi, à un moment donné, elle ouvre une porte de se dire, ben, quand on entre dans une dynamique d'obéissance, c'est pour se rendre la vie plus facile. Et effectivement, le personnage féminin, à quelques moments, se dit, ben regarde, ça va être bien moins compliqué. Tu veux que je fasse ça, je vais le faire. Tu vas me foutre la paix, je vais pouvoir retourner à la maison, faire mon petit pain aux bananes, puis être bien heureuse. Et c'est sûr que, puis vers la fin, plus on s'avance dans l'histoire, c'est que le village va réagir à cette femme-là de façon ancestrale. Quand vous connaissez l'histoire de la communauté juive, vous savez ce qui s'est passé, puis pas juste pendant la Deuxième Guerre, mais pendant tous les siècles avant. Et tranquillement, pas vite, les gens du village vont revenir à des peurs, puis à des réflexes qu'on pourrait dire primitifs ou ancestraux par rapport à la communauté juive. Et de là, la réflexion sur le poids de l'éducation, le poids du passé, puis le poids de l'histoire et comment, même si on se pense évoluer, libre et tout ça, on refait toujours les mêmes erreurs. On traite les gens qui sont différents comme des pestiférés et on n'aime pas la marguerite qui s'élève au-dessus du bouquet. J'ai adoré, honnêtement, le livre. À cause de la réflexion, la façon dont le personnage est ambigu. Parce qu'à un moment donné, on se dit, elle nous dit bien ce qu'elle veut dans ses souvenirs, puis 2, elle est tendancieuse anti-père, la petite madame, là. Oh, que oui! Mais ce que j'ai préféré aussi, deuxième point, c'est que c'est très gothique comme approche. Si vous aimez les histoires, j'allais dire des histoires de fantômes, ce ne sont pas des histoires de fantômes, mais une ambiance sombre, une ambiance étouffante, un vieux manoir qui sent la moisissure puis qui pleut dehors dans la campagne anglaise, ça vous branche? Qu'étude pour l'obéissance, vous allez aimer ça, parce que c'est étouffant comme présentation. L'écriture est superbe. Chapeau à Catherine Leroux, parce que dans sa traduction, je ne l'ai pas mis en anglais, mais la traduction, juste à lire les phrases, on étouffe. Fantastique. Étude pour l'obéissance de Sarah Bernstein chez Alto, traduit de façon magnifique par Catherine Leroux.